Bonjour. Bienvenue à la Journée nationale d'apprentissage de la Communauté nationale des gestionnaires. Avant de commencer, voici quelques points d'ordre administratif à prendre en considération. Veuillez noter qu'en raison de la bande passante, il est possible que les panélistes perdent la connexion et disparaissent de l'écran. Si tel est le cas, veuillez permettre au système de se rétablir. Pendant l'événement, vous pouvez soumettre vos questions à tout moment en appuyant sur le bouton icône avec la personne levant la main situé dans le coin droit supérieur de votre écran. Veuillez noter que cet événement est enregistré et qu'un lien vidéo sera publié sur nos différents médias sociaux. Avant de commencer, la Communauté nationale des gestionnaires reconnaît que la terre sur laquelle le présent événement a lieu se trouve sur le territoire traditionnel du peuple algonquin. Je me présente, je suis Isabelle Racine, la nouvelle directrice exécutive de la CNG. Je suis ravie de m'être jointe à l'équipe et je me réjouis de travailler de manière horizontale avec de nombreux partenaires. En tant que leader, je soutiens fermement l'idée que la sensibilisation, l'engagement et la collaboration sont essentiels pour aider à renforcer la fonction publique. Au cours des derniers mois, la CNG a dû s'adapter rapidement aux changements auxquels nous avons tous été confrontés en tant que gestionnaires de la fonction publique. En août, nous avons lancé le sondage sur les besoins en matière d'apprentissage des gestionnaires. Ce sondage a contribué à orienter les activités d'apprentissage de la CNG comme celle-ci. Aujourd'hui, nous discuterons de la façon de diriger avec succès des équipes virtuelles pendant et après la pandémie de COVID-19 avec notre invitée spéciale, Mme Nathalie Lorrain, présidente et coach principale à P2 Pro Service Inc. L'événement sera animé par Valérie Plourde, dirigeante régionale de la CNG au Québec et Nunavut. Avant de donner la parole à Mme Christine Donoghue, commissaire déléguée de l'Agence du revenu du Canada et sous-ministre championne de la CNG, j'aimerais vous faire part d'un conseil qui m'est particulièrement précieux, surtout au cours des derniers mois. Il est important de prendre le temps de faire preuve d'empathie, de s'accorder le droit d'interagir, de s'entraider et d'apprendre à faire une écoute active. Je suis très heureuse de me joindre à vous pour cet événement. Partagez-nous vos commentaires sur l'événement aujourd'hui sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic Gestion équipe virtuelle GC et n'oubliez pas d'étiqueter la CNG. Maintenant, à vous la parole, Christine. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être virtuellement avec vous et surtout, je veux souhaiter une bienvenue très chaleureuse à Isabelle Racine. Comme elle vous a dit, c'est la nouvelle directrice exécutive de la CGN et ça me fait plaisir de la voir à l'écran et c'est la première fois que je la vois live en action, donc je suis très heureuse d'accueillir Isabelle. Comme vous savez tous, la CGN a de multiples outils pour venir à bout de travailler avec tous les gestionnaires et le virtuel est un outil qu'on se sert depuis longtemps. Donc, c'est pas seulement dû à la COVID qu'on est présent à l'écran avec vous, c'est un outil qu'on possède et qu'on utilise parce que venir à bout de faire appel et de tenter de rejoindre plus de 40 000 gestionnaires est une tâche qui est souvent très ardue et le virtuel nous a permis de créer un lien avec vous. Donc, je vous remercie à tous et toutes qui êtes avec nous ce matin pour venir à bout de partager et d'apprendre dans ce contexte de gestion. Comment fait-on de la gestion virtuelle? C'est sûr que plusieurs d'entre vous, dû au contexte de la COVID, se retrouvent dans cette situation de dire comment je suis comme gestionnaire virtuel. Et la CGN vous permet d'effectivement de vous exprimer, de faire valoir vos perspectives et aussi de vous connecter et d'apprendre de l'un et l'autre. Et je pense que c'est ce qui est important. Et dans le contexte du virtuel, il faut apprendre à dire comment je travaille avec mon équipe, comment je m'assure de faire en sorte que mon rôle de gestionnaire est bien établi et comment je m'adapte à ce rôle. Comment je fais pour aussi travailler avec mes pairs et travailler avec les cadres supérieurs de mon ministère. Fait que ce sont des défis qui sont présents. Même si on a souvent parlé avec la communauté de la gestion virtuelle,
Là, c'est une réalité qui est vraiment devant nous et qui fait appel justement à votre intérêt pour venir à bout de mieux comprendre et de mieux posséder cette façon de travailler. Donc, on a l'occasion de travailler directement, de discuter avec vous, de vous amener des gens qui peuvent effectivement vous donner des façons de faire, des meilleures pratiques. Mais aussi, je vous encourage fortement, vous comme gestionnaire qui faites face à cette situation, vous avez probablement découvert des moyens que vous puissiez partager avec vos pairs sur des trucs, des façons de faire ou des moyens qui vous ont bien servi. C'est important que les voix se fassent entendre. De travailler en équipe et de façon cohésive, c'est crucial. Et je sais qu'on cherche tous à travailler vers des objectifs communs. Trouver des façons innovantes de penser comment faire et réaliser que c'est probablement pas juste une situation de COVID, qu'on est peut-être dans un moyen de travail qui est virtuel à plus long terme. Donc, il est important de s'informer et de trouver notre créneau dans ce contexte-là parce qu'il risque de durer plus longtemps. Non seulement parce qu'on cherche à assurer la santé des gens, mais quand la COVID va disparaître, et on se croise tous les doigts que ça sera le cas, on risque de pouvoir continuer à travailler virtuellement parce qu'on aura vu des avantages aussi sur le plan du travail virtuel. Et je sais que nous, à l'agence, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit et qu'on développe. C'est quoi le futur de notre travail? Et c'est probablement le cas pour plusieurs d'entre vous. Moi, ce que je vois dans le contexte de cette flexibilité de travail, c'est effectivement qu'il faut, comme gestionnaire, avoir confiance. Et je pense que la confiance est au sein d'un travail virtuel parce que c'est pas une question de pouvoir surveiller sur le plancher la façon dont les gens travaillent, ce qui est probablement une bonne chose. Parce que maintenant, on apprend à faire confiance à nos équipes parce qu'on ne les voit pas sur une base minute par minute. Donc, il faut, comme gestionnaire, avoir le courage de démontrer notre vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, c'est de savoir laisser de la place aux gens pour exécuter leur travail, mais d'être présents s'ils ont besoin de nous et qui font appel à nous pour les guider dans le contexte. Vous savez, dans ce contexte-là, comme des fois on dit, loin des yeux, loin du cœur, il faut corriger ça. Il faut s'assurer comme gestionnaire qu'on garde le pouls de notre équipe. Et ça nous demande des moyens de travail, de faire appel justement aux visioconférences. Mais c'est pas juste une question de travailler en conférence avec toute l'équipe. Il faut aussi savoir se joindre et rejoindre nos gens individuellement. Parce que le télétravail, c'est pas nécessairement quelque chose qui est facile pour tout le monde. Je dois vous dire que moi-même, je réalise qu'il y a des bénéfices, mais je vois aussi je vois des contraintes. Je m'ennuie des gens, je m'ennuie de l'énergie physique des gens et je pense qu'il faut tenir compte que ça peut être le cas pour d'autres personnes. Autant que pour certains se trouvent extrêmement productifs, pour d'autres, c'est difficile. Ça peut être de l'isolement, ça peut faire en sorte qu'on se sent complètement seul et dépourvu. Et la santé mentale peut à ce moment-là en souffrir. D'où l'importance pour vous comme gestionnaire de faire appel à vos gens, de vérifier comment ils vont, même si c'est juste dire comment tu te sens aujourd'hui, mais n'oubliez pas que ça peut être tout aussi difficile pour vous-même. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais de vos vulnérabilités. Important de faire appel à vos gens, à vos collègues et de dire, regarde, ça marche pas pour moi aujourd'hui, ou je me sens complètement exclu, ou je me sens perdu dans le contexte dans lequel je travaille actuellement. Et il n'y a pas de problème de faire ces déclarations-là, parce que vous savez, être un leader, être un gestionnaire, une des plus belles qualités, c'est le courage. Et le courage de démontrer que c'est pas facile pour nous,
c'est quelque chose qui souvent est bien apprécié de nos gens et de nos leaders supérieurs parce qu'ils voient qu'effectivement, c'est une question d'honnêteté et d'humanité. Donc, aujourd'hui, je vous souhaite une merveilleuse séance. Je vous souhaite non seulement d'apprendre plein de choses de nos invités, mais aussi de partager vos propres apprentissages par les outils qui vous sont offerts par le système qu'on utilise. Et je vous remercie à nouveau de votre présence. Et sur ce, je cède la parole immédiatement à Valérie, qui va pouvoir vous lancer dans cette merveilleuse situation d'apprentissage. Donc, amusez-vous bien. Prenez le temps de vous ressourcer à travers les autres et bonne séance d'apprentissage. Bonjour et merci Christine pour ce chaleureux accueil. C'est un plaisir de présenter notre conférencière invitée d'aujourd'hui. Bienvenue Nathalie. Nathalie est une coach certifiée, une formatrice et une animatrice compétente et spécialisée qui aide les personnes à s'épanouir. Elle est experte dans l'art d'aider les gens à mieux se connaître, à se comprendre, ce qui constitue leur expérience de vie. Grâce à son coaching et à ses formations, ses clients sont habilités de sentiments de bien-être, améliorent leur prise de conscience et font les changements nécessaires pour vivre pleinement leur vie. Après 10 ans dans le milieu des organismes à but non lucratif et 10 ans dans la fonction publique fédérale, Nathalie a combiné son expérience et sa formation pour aider les gens à renouer avec leur sentiment intérieur de bien-être. Elle partage aujourd'hui avec nous des stratégies et des ressources pour nous aider à assumer nos fonctions de gestion d'équipe virtuelle. Elle nous outillera, entre autres, pour accroître l'engagement et maintenir un bon équilibre entre le travail et la vie personnelle. Je sais que nous avons tous hâte à cette séance, alors sans plus tarder, bienvenue Nathalie. Donc, merci Valérie et Isabelle et Christine pour les belles paroles et pour la présentation. Je vais juste faire certain, ça va prendre une minute. On peut bien voir, puis si tu me donnes un thumbs up, oui? Bon, OK. Donc, merci et bienvenue à la présentation aujourd'hui, comment gérer une équipe virtuelle. Moi, je m'appelle Nathalie Lorrain et je suis coach certifiée et ça fait environ 20 ans que je fais aussi de la formation et que je travaille dans un domaine d'éducation et de travaux sociaux d'où j'aide les gens à vivre avec la santé, une bonne santé mentale et de vivre leur meilleure vie, on va dire. Aujourd'hui, on va aborder quelques sujets. Premièrement, on va parler pour les stratégies efficaces pour la gestion d'une équipe virtuelle. Donc, je sais que ça fait quelques mois comme c'est là que vous commencez à vous pratiquer ou que vous apprenez des stratégies qui fonctionnent bien. Et j'aimerais vous en offrir quelques-unes ou même bâtir sur qu'est-ce que vous faites déjà qui fonctionne très bien. On va parler aussi de la motivation et mobilisation. C'est très différent quand on travaille dans le milieu virtuel. C'est pour cela que en a plusieurs gens qui choisissent de continuer à travailler face à face parce que c'est des fois plus facile de se motiver. Mais il y a des façons qu'on peut donner du soutien à nos employés. Et on va aussi apprendre un peu comment, comme gestionnaire, qu'on peut mettre des limites pour bien se donner une chance d'avoir notre propre santé mentale et d'aussi avoir un bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est pas vraiment évident, mais souvent, puis surtout comme c'est là, les gens commencent à réaliser, c'est difficile quand on quitte jamais notre milieu, que l'environnement ne change pas, de commencer à savoir, mais c'est quoi la différence entre le travail et la maison? Est-ce que c'est lundi? Est-ce que c'est samedi? On dirait qu'après un bout de temps, ça se mélange tout. Donc, on va parler un petit peu pour qu'est-ce que ça leur a l'air d'avoir un petit peu de limite.
Donc, en termes de gérer une équipe dans un environnement de travail virtuel, premièrement, j'aimerais partager avec vous la liste de difficultés les plus communes pour les gens qui travaillent dans cet environnement-là. Puis ça, c'était non seulement recherché parce que ça fait haute industrie, que ça fait longtemps que les autres travaillent dans un environnement virtuel, mais aussi, j'en ai ajouté quelques-uns parce que là, ça fait depuis le mois de mars que je travaille avec les gens à leur donner du support avec leur transition. Et c'était les commentaires les plus souvent que moi j'ai entendus. Donc, premièrement, les gens ont la difficulté à se débrancher après les heures de travail. C'est comme si c'est plus évident que quand 4 heures ou 5 heures arrivent, que c'est temps d'aller à la maison parce qu'on ne change pas de milieu. Donc, c'est difficile. Peut-être vous avez même remarqué qu'on commence à recevoir plus en plus de courriels durant les heures de la nuit ou même le week-end. Ils se sentent isolés. Ils manquent l'aspect social et aussi juste l'aspect visuel, tu sais, de voir autres gens, d'entendre des sons différents. J'avais une personne qui travaille, qui est seule, qui a partagé avec moi que quand elle travaille, elle allume toujours la télé juste pour avoir du son. Parce que c'est incroyable quand tu es seule dans une maison que tu ne remarques pas comment ça peut être très silencieux. Une réduction de collaboration ou de communication. Plusieurs gens se sentent, ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe, ils ne savent plus c'est quoi les décisions. Ils oublient même qu'il y a des collègues qui peuvent appeler pour avoir des remue-ménages ou pour travailler avec. Gérer les distractions à la maison. On a des animaux, on a des enfants, on a peut-être notre partenaire qui est à la maison aussi, il travaille à la maison, la vaisselle, le lavage, toutes les affaires qui pourraient nous distraire, puis que ça fait que c'est plus difficile de juste concentrer sur une tâche à la fois. De rester motivé, de prendre des vacances. Ça, c'en est un autre que j'entends souvent, que il se pose la question, ben, tu sais, comme d'habitude, on a des gens qui prennent des vacances, mais ils restent à la maison. Puis là, on ne veut pas prendre des vacances pour rester à la maison quand c'est tout qu'on fait. Donc, c'est un autre défi. Rencontrer des problèmes liés à la technologie ou le Wi-Fi. Donc, on ne demeure pas tout au centre de la ville. Il y en a des communautés qui n'ont pas la même technologie qu'on a ou accès au Wi-Fi. Donc, ça peut être un défi. Puis même s'habituer les nouveaux systèmes, donc Zoom, MS Teams, ça ne faisait pas partie de notre formation quand on commençait à travailler. Donc, c'est tout nouveau. Avoir un sentiment d'appartenance et établir et maintenir un lien de confiance. Puis Christine en a parlé un peu de faire de la confiance, non seulement du gestionnaire faire de la confiance aux employés, mais de vice-versa aussi, que les détails importants, l'information qu'ils ont besoin de savoir va être partagée avec eux. Et donc, sachant tous ces défis, on va couvrir quelques stratégies qui pourraient vraiment vous permettre de donner du soutien à vos employés. Donc, premièrement, ce qu'on pense au milieu de travail, pour plusieurs d'entre nous, le travail nous donne une structure. Et quand on a perdu qu'est-ce qui est de l'air typique du travail, souvent on peut se retrouver à manquer de la structure. Si tu penses aux gens qui prennent leur retraite, puis souvent au commencement se retrouvent en dépression parce que c'est comme tout a changé. On ne sait plus à quelle heure se lever, est-ce qu'on a besoin de prendre une douche, de s'habiller, à quelle heure qu'on mange. C'est des affaires que le milieu de travail nous offrait, faisait que c'était plus facile. Et donc, une des façons qu'on peut donner du support, c'est d'établir des heures normales de travail, donc core business hours. Est-ce qu'il y a des heures qu'on veut que nos employés soient présents? Est-ce qu'ils sont obligés d'être là de 9 à 3 et le restant de leurs heures, ils peuvent avoir de la flexibilité? Mais qu'est-ce que c'est qu'on demande de notre employé en tant est capable de se commettre, d'être présent? Avoir des réunions quotidiennes, ça c'est juste une suggestion, ça ne s'applique pas tout dans les milieux, mais les gens disent que quand ils ont une réunion, ça leur donne
premièrement, ça leur encourage de s'habiller, de se mettre, qu'ils peuvent se présenter sur la vidéo, que ça leur donne un petit peu de focus parce que là, tout d'un coup, on parle pour des tâches, on a la chance d'avoir un petit peu de social. Donc, avoir ça, ça nous permet d'avoir une structure, surtout s'ils sont, comme le même temps à chaque jour ou à chaque semaine, ça devient quelque chose que on s'attend, on a hâte de se présenter à la rencontre. À des normes professionnelles. Dans le milieu de travail, on a toujours des attentes quand ça vient de comment que les gens vont se présenter. Donc, comment est-ce que tu t'habilles, comment est-ce que tu te présentes à une rencontre. Mais là, ça fait des années que j'allais dans la rencontre, puis on avait une boîte, puis que si tu avais un téléphone ou un BlackBerry, tu mettais ça dans la boîte pour que, quand les gens sont en rencontre, on veut qu'ils sont présents, sans distraction. Et on fait le face-à-face, on peut se voir, on peut se parler, on partage, on démontre l'initiative, on a de la présence. C'est important d'établir ces normes, mais dans l'environnement virtuel. Donc, est-ce que tu as des attentes que les employés se présentent en vidéo? Est-ce que tu as des attentes que les employés soient présents et qu'ils participent à la réunion? Parce que les chances sont à ça qu'on a toutes sortes de distractions. On peut avoir un écran avec la réunion, puis avoir 2, 3 autres choses qui se passent en même temps. Donc, on n'a pas vraiment l'attention des employés. Donc, d'établir ces normes-là peut vraiment aider à l'environnement. Avoir des objectifs de rendement. C'est facile des fois d'oublier nos employés. On ne les voit pas face à face. Tu penses aux nouveaux et nouvelles qui se joignent à votre équipe, qui ne vont pas avoir une opportunité d'aller à travers le onboarding, qu'ils ne vont pas avoir toute la même opportunité qu'il y aura eu en personne de s'asseoir avec un collègue, d'apprendre d'un collègue, de poser des questions. C'est extrêmement important de faire encore plus d'efforts, de s'assurer que les employés, quand ils travaillent à la maison, ils savent c'est quoi leurs objectifs, que c'est clair, ils savent c'est quoi les attentes, puis ils ne sont pas oubliés. Il n'y a rien de plus démotivant de savoir que tu es assis là et tu n'as rien à faire. Qui emporte aussi la responsabilisation que, oui, autant qu'en le faisant en personne, que c'est important de donner ça aussi aux employés quand ils sont dans un environnement virtuel. Une autre stratégie, c'est de regarder la gestion du temps. La recherche nous démontre que de nombreux télétravailleurs ressentent le besoin d'être toujours disponibles, de répondre instantanément à tout moment de la journée ou de travailler plus longtemps qu'ils ne le devraient, simplement pour prouver qu'ils ne relâchent pas leurs efforts. Christine en a parlé un peu pour faire la confiance. Non seulement faire la confiance à nos employés, mais que les employés nous font confiance aux gestionnaires aussi, que l'information qu'ils ont besoin va être reliée à eux aussitôt que possible, qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils font partie d'une équipe, ils font partie d'une mission. C'est super important. Et quand on veut gérer le temps, c'est important de respecter le temps de chacun. Donc, encore, ce qu'on a des heures de normes, ça veut dire que les gens n'hésitent moins de dire qu'ils gardent les 4 heures, c'est temps de moi de changer de rôle puis de retourner au rôle de maman. Ou, tu sais, de débrancher du travail, que j'ai la permission, c'est correct que je fais ça, que mon gestionnaire sait que j'ai fait mes heures pour la journée, c'est terminé. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça pour eux? L'autre affaire, c'est de se rendre disponible. Tu sais, dans le passé, on regardait pour la porte ouverte de notre gestionnaire. OK, est-ce que le bureau est ouvert? OK, good, je peux aller parler. Comment est-ce que vous pouvez faire ça d'une façon virtuelle? Avez-vous identifié à vos employés quelles sont vos heures de porte ouverte ou qui peuvent venir te jaser sur n'importe quel sujet? Même juste venir te dire bonjour. Avez-vous identifié ces heures-là? Donc,
identifier par courriel une fois par journée, dire OK, je suis disponible, porte ouverte de cette heure ici à cette heure-là. Ou vous pouvez me rejoindre par texte à ce numéro ici. Si vous voulez me jaser, voici la façon de le faire. Donc, comment est-ce que vous pouvez vous rendre disponible d'une façon aussi qui respecte votre temps? On travaille toutes les différentes heures. Des fois, on va partir, on va aller prendre une marche. On a besoin de changement d'environnement. Donc, comment est-ce que vous pouvez créer qu'ils savent quand ils peuvent te rejoindre, mais tous les gens, on respecte notre temps. Des normes de service. Donc, c'est quoi vos attentes quand ça vient au délai de réponse et des demandes urgentes? J'entends souvent des employés qui vont me dire « Regarde, j'étais assis à mon ordi pour 3 heures, pas eu de courriel, pas eu de demande, je décide d'aller prendre une marche ou aller prendre une pause, puis tout d'un coup, j'ai comme 5 courriels, 5 appels, tout d'un coup, c'est comme tout est urgent. » Donc, c'est difficile dans un environnement virtuel, surtout si on ne demande pas que les gens soient assis à leur bureau de tel à tel temps, que ça crée... c'est ces choses-là qui créent du tort à un environnement d'où on peut avoir de la confiance parce que c'est que les gens se sentent que là je peux partir de mon ordinateur, que je sois assis à mon bureau tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on peut permettre, peut-être c'est d'identifier que, regarde, voici les démarches qu'on va prendre quand il y a une demande urgente. On demande que toute réponse au courriel soit faite dans une période de 24 heures. Ces affaires-là, ça l'aide beaucoup à rendre que les employés se sentent plus confortables de gérer leur propre temps. Les interactions sociales sont super importantes. On l'attend surtout comme c'est là que plusieurs gens s'ennuient. Là que le temps change, et plus à l'intérieur, le niveau de dépression, anxiété va monter. C'est super important qu'on peut créer des opportunités pour des interactions sociales. Et même de trouver des façons que ça peut être même spontané. Tu te souviens, dans le passé, tu allais à la cuisine réchauffer ton dîner, puis « Ah, OK, hey, comment ça va? » Tu avais la chance de commencer à parler à quelqu'un que tu n'avais pas vu, l'autre côté du plancher, vous pouvez vous parler. Mais ça nous manque. C'est pas la même chose quand c'est planifié des fois. Donc, comment est-ce que vous pouvez créer ces opportunités spontanées? On peut utiliser les salles de clavardage, donc les chat rooms. Il y a des jeux en ligne qu'on peut permettre que nos employés de temps en temps vont prendre une pause ensemble puis il y a jouer un jeu. Il y a des activités de réseautage qu'on peut créer. Souvent, on faisait le 5 à 7 avant, les jeudis ou les mercredis soirs. Mais pourquoi pas le faire en ligne? Il y a des équipes qui font des dîners, des pauses café, des pauses de thé. Ils font le vin ensemble le vendredi soir. Il y a toutes sortes d'opportunités de même se rassembler sans que ça soit lié au travail. Avoir des activités de formation. C'est une autre opportunité de travailler en équipe. Puis moi, quand je fais de la formation, je demande toujours que les gens allument la vidéo parce que c'est une opportunité de se voir, d'avoir du visuel, d'avoir des connexions. Puis c'est possible. Moi, j'ai fait du travail au niveau international, puis j'ai des liens avec des gens dans des pays que je ne vais jamais les rencontrer en personne, mais je me sens plus proche d'eux parce que j'ai dû travailler à faire cette connexion-là. Et la technologie nous permet de faire ça. Encore mieux que ce qu'on a été en face ou face à face. Et aussi à faire des exercices de renforcement d'esprit d'équipe, ça peut se faire au niveau virtuel. Donc, je vous demande de ne pas attendre que vous retournez à travailler en personne pour faire ces activités. Aussi, de prendre attention aux mesures d'adaptation. Tu sais, dans la fonction publique, on a toujours été bien quand ça venait aux besoins physiques. On avait on pouvait recevoir l'équipement ergo
le mot ne vient pas. Mais, tu sais, comme les chaises, l'équipement qu'on avait besoin au niveau physique, mais on oublie souvent que quand ça vient de la santé mentale, on a aussi besoin des mesures d'adaptation. Et donc, pour des gens, les besoins vont être très différents entre les différents gens. Donc, commencez avec l'empathie, la curiosité pour en parler avec vos employés. Reconnaître la différence et tirer parti des similarités. Donc, c'est de vraiment rejoindre vos gens aux besoins personnels. C'est pas de donner que tous les gens vont bien fonctionner si on fait telle activité. C'est pas le cas. C'est de comment est-ce que vous pouvez aller rencontrer vos gens à leurs besoins personnels. Et ça allait vraiment quand vous pouvez créer ces solutions-là ensemble. Donc, c'est d'utiliser plus une approche axée sur le coaching, de poser des questions, de créer un partenariat avec l'employé, puis leur demander comment est-ce que je peux te donner du soutien? Qu'est-ce que tu as besoin? Pense aux parents qui travaillent à la maison avec les enfants qui sont là. Garantis qu'eux autres est assis à leur bureau 4-5 heures sans distraction, ne va pas être faisable. Pense aux gens que, comme c'est là, ils ont beaucoup de dépression, anxiété, puis que là, ça a été augmenté parce qu'ils n'ont plus de structure, ils n'ont plus d'aspect social, ils commencent à faire noir plus tôt. Toutes ces choses-là, leurs besoins vont être particuliers pour eux. Donc, je remarque le temps, je vais aller un petit peu plus vite, mais aussi, vous savez que vous pouvez toujours me contacter avec vos questions si vous n'avez pas la chance, ce qu'on manque de l'information. Premier avantage de toute la technologie à offrir, il y a tellement d'opportunités. Tu peux faire des séances de remue-ménage. Il y a les salles de clavertage. Il y en a des gens qui me disent qu'ils se placent de côte à côte, qui veut dire que si quelqu'un est à la maison, sur un écran, ils ont leurs collègues sur Zoom ou sur MS Teams, puis ils travaillent comme ça toute la journée. Puis de cette façon-là, pendant qu'ils travaillent, ils peuvent se jaser, ils peuvent se poser des questions, pareil comme ce qui aurait été en place avec leurs collègues proches d'eux pour jaser. Puis ils travaillent comme ça toute la journée. C'est le fun. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. Les consultations, il y a bien plus d'options quand ça vient à l'accessibilité, parce que la technologie, c'est immense les opportunités qu'il y a là. On peut aussi respecter les vies privées et les limites. Donc, vous pouvez même voir quand vous utilisez MS Teams ou Zoom que tu n'as pas besoin de voir l'intérieur de mon chez nous, qu'il y a toutes sortes de... le mot ne me vient pas, les backgrounds virtuels qu'on peut utiliser pour changer l'environnement. Donc, il y a même des façons de respecter la vie privée des gens. On peut faire des formations en groupe, on peut utiliser toutes sortes d'applications qui nous permettent d'avoir des calendriers intégrés, d'avoir toutes les tâches identifiées, les objectifs, puis que les gens peuvent aller communiquer avec toi, qu'est-ce qui est terminé, où ils sont rendus dans leur projet. Il y a tellement de possibilités. Un autre gros aspect, c'est de faire la confiance. Donc, encore, la recherche nous démontre que le télétravailleur travaillent 9,5 % plus longtemps et sont 13 % plus productifs que leurs employés réguliers. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Les gens qui travaillaient très bien puis qui étaient ambitieux vont l'être encore plus. Il n'y a rien qui va changer de ce sens-là. Ils ont encore en eux le besoin de performer, de livrer. Et donc, c'est plus de faire confiance, d'avoir un esprit d'ouverture, d'avoir la communication, d'être transparent, puis de continuer à fixer des objectifs communs, individuels, avoir la collaboration. Il n'y a rien qui change dans ce sens-là. C'est juste vraiment que la façon qu'on le voit, c'est différent. C'est comme avoir besoin
à faire un petit peu plus d'efforts quand ça va la communication, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille moins. En fait, moi, j'entends souvent que les gens me disent que là, qui n'ont pas besoin d'être en autobus ou en voiture pour 2 heures par jour, ça leur permet d'en faire plus. Quand ça vient à la motivation et la mobilisation, qui est un autre gros défi quand ça vient à travailler dans l'environnement virtuel, c'est important de comprendre c'est quoi la motivation, premièrement. Dans le passé, on s'est toujours fait dire que la motivation, c'est avoir un sentiment, avoir le désir d'en faire plus ou qu'on le hâte de le faire. Mais en fait, la motivation contourne le centre émotionnel. Ça n'a rien à faire avec les émotions. Et ça ne dépend pas de notre humeur. La motivation, c'est vraiment d'avoir un désir et une orientation qu'on est capable de faire quelque chose, qu'on devrait le faire, puis qu'on va le faire. Pas qu'on veut le faire, ça c'est une émotion, mais qu'on va le faire. Donc, peu importe comment que je me sens, je sais que j'ai envie de faire cela et que je sais c'est quoi j'ai besoin de faire. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des objectifs pour les employés et de continuer à avoir ces communications-là en temps de c'est quoi nos attentes. Parce que c'est ça qui motive les gens. C'est plus en tant qu'ils savent clairement c'est quoi qui est plus important à tout moment et que nous savons peut-être pas de quelle manière ou à quel moment qu'on va le faire, mais que nous savons que ce qui va se passer ensuite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas toujours qu'on a besoin des détails de comment on va se rendre ou comment il faut qu'on le fait, mais c'est qu'on le fait parce que ça va livrer ce résultat. C'est ça qui motive les gens. Et il faut faire attention à toutes les fausses priorités. Comme c'est là souvent, c'est que c'est pas clair, donc on fait on prend soin de toutes les demandes, on fait 1000 et une choses, mais vraiment, il y avait 5 choses qui étaient vraiment importantes. Quand on est clair de c'est quoi ces 5 choses-là, notre motivation augmente parce qu'il y a de la clarté, il y a du focus, on est capable d'aller le faire. Donc, si on veut augmenter la motivation, c'est ça qu'il faut qu'on fait. Une autre façon de regarder, c'est comme si tu penses que les humains, on est un peu comme un ordinateur. Tu sais, tu achètes un nouveau ordi, tu ouvres la boîte, tu ouvres l'ordinateur, tu le branches, ça fonctionne super bien. Il y a tous les logiciels dans le système déjà là, tout inclus pour nous permettre d'accomplir toutes les tâches qu'on a besoin. Qu'est-ce qui empêche que l'ordinateur fonctionne bien? Ben, c'est quand on lui donne des mauvaises données, quand on lui ajoute trop d'informations, quand on ne comprend pas comment l'ordinateur fonctionne, puis on essaie de travailler contre comment il est censé fonctionner. On lui donne des virus, on donne ça. C'est ça qui commence à créer que l'ordinateur ne fonctionne pas. Et c'est comme ça que, comme humain, on est bâti. On est bâti pour être motivé, pour performer. Mais quand on a des pensées qui ressemblent à quelque chose comme « Ah, je devrais faire ça. Ah, j'ai besoin de faire ça. Ah, je dois faire ceci. » Bien, après que j'ai fait ça, il faut que j'aille faire ça, 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 ça. Et bien, seulement si ça se passe. C'est quand on a des pensées que ça bloque notre motivation. On se donne de la pression. On se donne des attentes qui ne sont pas réalistes. Si tu penses encore aux parents qui sont à la maison, qui essaient de performer de la même façon qu'ils performaient au bureau, quand ils pouvaient seulement concentrer sur une tâche, puis ils se demandent pourquoi ils sont fatigués, pourquoi ils n'ont pas envie de se lever le matin ou travailler. C'est que les attentes ne sont pas alignées avec la réalité. Donc, c'est vraiment un manque de reconnaître qu'est-ce qu'est la nouvelle réalité. Les choses ne sont pas la même
C'est différent aujourd'hui que c'était dans le passé, puis on a besoin de faire ça. C'est comme mettre un barreau dans une roue. T'enlèves, c'est pas que la roue est brisée, que la roue ne fonctionne pas, c'est que le barreau nous empêche. Enlève ça, la roue fonctionne. Donc, quand on est capable de reconnaître qu'est-ce qui est en train de nuire à notre motivation, puis qu'on l'enlève, la motivation remonte. Donc, quelques petites questions pour réfléchir. C'est quelles pensées ou croyances sont susceptibles de nuire à votre motivation interne et à la mobilisation de vos employés? Donc, je vous invite d'être curieux. C'est ça que Christine a parlé un petit peu de la vulnérabilité. Si vous reconnaissez que vous-même, vous manquez votre propre motivation, que on se sent lourd, c'est difficile. Posez-vous cette question-là. C'est quoi qui se passe à l'intérieur de nous qui nous nuit, qui empêche, qui bloque la motivation? Comment vous pouvez vous modifier l'humeur de votre équipe? De quelle façon la motivation et la concentration sont-elles interdépendantes? On veut que nos employés performent. On veut qu'il y ait de la motivation, ils ont besoin de la concentration, ils ont besoin de la structure. Comment est-ce que tout ça joue ensemble? Donc, je vous invite d'être curieux puis voir, parce qu'une fois que vous pouvez voir, puis vous pouvez trouver, c'est quoi qu'on se dit? C'est quoi les pensées qui nous nuisent? Puis qu'on enlève ça nous permet à recommencer à être motivés. Donc, on veut partir avec de quoi qui fonctionne. Donc, vérifiez vos attentes. Faites preuve d'une attention accrue. Être réaliste. Établir une orientation super importante avec nos nouveaux collègues qui arrivent d'autres équipes ou d'autres ministères. Puis, ils ne vous ont jamais rencontré en personne. Ils ne vont jamais rencontrer leurs collègues. Donc, établir une orientation pour eux. Et laisser place pour du plaisir. Tu sais, on peut avoir du fun au travail. Comment est-ce qu'on peut créer ça pour nos employés? Et la dernière section, c'est que les gens me disent qu'ils ont de la difficulté à vraiment respecter leurs limites quand ça vient au travail. Et le plus gros problème, c'est qu'on se dit, ben, tu sais, si je me sens fatiguée ou qu'il manque la balance ou l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, que ça a à faire avec le nombre d'heures de travail que je travaille, ou que si je travaille pas tel montant, je vais me sentir que j'ai raté quelque chose ou j'ai manqué sur une opportunité. On a peut-être des normes irréalistes et où qu'on se dit des choses comme j'ai vraiment besoin de faire ça. Tu sais, c'est comme toutes les choses qui nous démotivent. C'est ça puis on pense à la journée parce qu'on se demande pourquoi je suis tellement fatiguée, pourquoi il me manque de l'équilibre. Donc, les meilleures solutions, c'est vraiment de faire, de vivre pleinement chaque moment. Donc, être une place, un moment, être présent et pas essayer d'être en 2, 3, 4 fois place en même temps ou faire 2, 3, 4 tâches en même temps. C'est ça qui nous donne la sensation de manquer l'équilibre. Nous n'avons qu'une vie à vivre, puis comment est-ce qu'on peut la vivre pleinement de moment en moment. Et nous sommes conçus pour donner de notre meilleur rendement. C'est comme ça qu'on est fabriqué comme humain d'être vraiment performant. Alors, c'est ça notre default setting, si je peux dire de cette façon-là. Donc, quand on s'enligne pas avec, on n'est pas dans notre norme, qu'est-ce qui est normal pour nous, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'autre qui joue dans notre tête qui nous empêche de le voir. Et la présence requiert de l'énergie mentale. Puis la meilleure façon d'avoir cette énergie-là, c'est de reconnaître quand on est pris dans des pensées d'inquiétude, des pensées qui nous servent pas bien. Il y a beaucoup d'informations que je pourrais partager sur cet aspect-là, mais si vous commencez au moins avec la curiosité d'écouter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, de là, vous pouvez aller rechercher de l'aide pour vous donner du support à changer cette histoire-là.
Donc, 2 autres diapositives, puis je tourne à toi, Valérie. Une autre question pour réfléchir. Si vous posez votre main sur un poêle brûlant, que ferez-vous? Premièrement, évaluer les différentes manières de régler la situation. Discuter de la douleur que vous éprouvez, essayer de déterminer combien de temps vous pouvez le supporter. Commencez à planifier ce que vous allez faire ensuite ou retirer votre main pour qu'elle puisse commencer à guérir. Et c'est ça que je vous offre. Quand que vous reconnaissez que les choses ne fonctionnent pas bien, soit pour vous ou pour vos employés, on n'a pas besoin de faire A, B, C. C'est vraiment de juste reconnaître que tu as besoin d'enlever la main puis commencer à permettre qu'on retourne à notre bien-être, à notre centre de motivation et autre chose. Donc, une dernière réflexion. Un homme restera emprisonné dans une pièce dont la porte pourtant déverrouillée s'ouvre vers l'intérieur tant qu'il ne songera pas à la tirer plutôt que la pousser. Je vous invite, des super curieux, d'avoir la créativité ou de créer, travailler avec vos employés, de trouver les solutions que vous avez besoin comme équipe pour créer que votre environnement virtuel, votre motivation, que votre vie personnelle et professionnelle se retrouve en équilibre parce que les solutions sont là. C'est juste qu'on a besoin de se permettre, comme Christine disait, avoir le courage, l'empathie et faire confiance qu'on peut les trouver, ces solutions. Donc, je sais que j'ai manqué de temps, qu'on vient à la fin, mais j'invite toujours mon information. Vous pouvez me rejoindre par courriel ou numéro de téléphone. C'est tout partagé dans sur plusieurs morceaux de communication. Si vous avez besoin de plus de ressources, n'hésitez pas à me communiquer. Mais là, je retourne à Valérie parce que je crois qu'on a des questions. Merci Nathalie pour cette excellente présentation. En effet, on va se tourner maintenant vers les questions des participants. Pendant l'événement, vous pouvez soumettre toutes vos questions à tout moment en appuyant sur le bouton icône avec la personne levant sa main située dans le coin supérieur droit de votre écran. On a déjà une question ici. Comme vous dites, il y a un manque de reconnaissance de la réalité. Que peut-on faire en tant que gestionnaire et superviseur lorsque la haute gestion ne réoriente pas les priorités organisationnelles et on s'attend à ce qu'on fonctionne et produise comme si tout allait bien? Avez-vous des suggestions sur comment on peut sensibiliser la haute gestion à la réalité des employés? À toi, Nathalie. Donc, merci. Bonne question. Donc, la première chose, c'est, je vous invite de commencer à avoir la communication, d'être ouvert, comme Christine a aussi partagé, d'être vulnérable avec notre haute gestion, de partager qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent, la haute gestion ne va pas le savoir non plus. C'est qu'eux, ils regardent à toi pour leur dire qu'est-ce qui se passe dans votre équipe, pour leur donner des solutions. Et de temps en temps, je crois, puis là, je sais que je vais peut-être avoir... C'est correct de dire non, on ne peut pas, mais voici qu'est-ce que je peux faire. Je vous invite à être curieux. Pourquoi est-ce qu'on hésite d'être capable de dire « je ne peux pas faire ça, mais voici qu'est-ce que je peux faire ». C'est d'avoir cette communication-là et de savoir qu'est-ce que vous peut-être demandez de vos employés qu'ils vous disent quand que les choses ne vont pas bien, qu'ils vous communiquent avec vous qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, c'est de retourner d'avoir la même approche avec la haute gestion aussi. C'est ça ma suggestion. Merci Nathalie. On a une autre question pour toi. Les gestionnaires ont constaté une fluctuation du niveau de participation dans notre nouvelle réalité. Le niveau était initialement élevé. Il s'est stabilisé pendant l'été, puis a diminué récemment. Quels conseils pouvez-vous offrir aux gestionnaires qui s'inquiètent du niveau de participation de certains employés?
comment un gestionnaire peut-il mieux soutenir ses employés? Donc, la première chose qui me vient, c'est je vous invite à commencer avec la curiosité. Souvent, comme gestionnaire, on va se mettre ça sur les épaules, que c'est à nous à trouver les solutions, mais que les solutions, des fois, ne vont pas vraiment s'aligner avec le problème parce qu'on ne sait pas c'est quoi vraiment qui se passe. Donc, je vous invite d'utiliser plus une approche axée sur le coaching où on commence avec la curiosité, on pose des questions, on demande pour de l'information et qu'on travaille avec eux à trouver les solutions, de leur faire confiance qu'eux vont savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin pour mieux performer, pour avoir de la motivation et pour élever leur participation. C'est vraiment eux, de tourner à eux pour leur demander pour cette information-là. T'es mutée, Valérie. Merci, Nathalie. On a une autre question pour toi. Avez-vous des outils de jeu virtuels pour renforcer l'esprit d'équipe? Oui, je peux partager avec toi les histoires que moi j'ai entendues jusqu'à date, les gestionnaires qui ont essayé. J'en attends qui vont faire ils ont créé leur propre jeu de bingo, des fois ça a l'affaire avec le travail ou des fois ça a l'affaire avec connaître les gens. Donc les questions vont être des aspects personnels de comment est-ce que tu connais tes collègues. Donc ils ont créé des jeux de bingo. Je ne sais pas comment dire en français, mais des escape rooms. À ça, c'est tout virtuel. Donc, vous pouvez même travailler en équipe pour trouver votre sortie ou pour trouver les réponses. Donc, c'est une autre opportunité de travailler ensemble. Puis même si tu vas sur Google puis tu fais une recherche équipe de travail virtuelle, il y a des services, il y a même des compagnies qui ont toutes pris ce qu'ils faisaient en personne, puis ils ont trouvé une façon de le créer en environnement virtuel. Donc, c'est juste vraiment un petit peu de la recherche. Puis aussi, je vais vous suggérer d'identifier dans votre équipe qui est très bon avec la technologie, parce que les chances sont pas mal bonnes que les autres savent déjà toutes les choses que tu peux faire en équipe, qui pourraient même vous donner des suggestions ou même être le lead pour prendre l'initiative de créer l'activité pour vous. Merci encore, Nathalie. Nous avons une autre question de participants. Comment faire pour rester disponible lorsque nos employés font différentes heures, certains en dehors de vos propres heures de travail? OK, bonne question. Donc, ma suggestion, c'est toujours retourner à ton équipe. Pose-leur exactement cette question-là et demande-leur qu'est-ce qui peut fonctionner. Donc, par exemple, si toi, tu travailles de 7 à 2, je ne sais pas, puis surtout, je sais que vous êtes tous à travers du pays, donc il va y avoir même des différentes heures, mais de trouver une autre façon de travailler ensemble. Des fois, ça ne va pas être qui peuvent vous rejoindre la même journée, mais que peut-être ils vont, si tu as comme les chat rooms, les opportunités qui peuvent te écrire un message, le lendemain, toi, tu réponds, ou que vous pouvez vous envoyer un vidéo. Tu t'envoies une vidéo, il t'envoie une question, tu réponds par vidéo. Donc, ça a au moins l'essence d'avoir une conversation face à face, mais que ça soit fait qu'il y ait du respect aux heures de travail. Puis même, je vous posais aussi la question comment est-ce que ça fonctionnait en personne quand tu avais des employés qui travaillaient des différentes heures? De quelle façon qu'ils pouvaient te rejoindre dans ce temps-là? Parce que les chances sont que ça va être les solutions vont être très semblables en ce moment. Puis je vois qu'il y a une autre question qui apparaît. Une autre question qui arrive, exactement, Nathalie. Alors, la question ici, c'est est-ce que travailler comme gestionnaire de la maison encourage le micro-management ou managérisme?
travailler de la maison ne change pas qui tu es ou ton approche. Donc, les chances sont que si tu avais des besoins d'être capable de voir les gens travailler dans le passé, c'est que ton style de gestionnaire va juste augmenter ou les faiblesses dans ton style de gestionnaire vont juste être plus évidents maintenant qu'il était dans le passé. Mais en même temps aussi, tes forces comme gestionnaire vont t'appuyer autant aujourd'hui, comme par exemple, si tu avais un style de gestion qui était très collaboratif, tu vas trouver les façons de le faire encore aujourd'hui. Donc, c'est pas de travailler à la maison, c'est vraiment quels sont tes besoins comme gestionnaire que tu trouves demeure que tu trouves à être un défi pour toi aujourd'hui et où pourrais-tu aller chercher de la formation pour soulever ces défis-là, d'avoir du support pour apprendre à faire plus de confiance en les gens ou de travailler avec eux ou d'augmenter la communication quand tu n'as pas le face-à-face. Merci Nathalie pour toutes ces clés d'information, ces trucs, conseils, outils. Ça a été vraiment apprécié. S'il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais céder la parole à Isabelle pour le mot de la fin. Merci Valérie. On a vraiment appris des choses intéressantes aujourd'hui, que ce soit des outils pour pouvoir travailler différemment. Oh, je suis-tu sur mute? Non, ça va. OK. Pour pouvoir travailler différemment avec nos équipes. Mais une des choses que je retiens, c'est que vraiment, on doit continuer d'être qui on était dans un environnement en personne et vraiment apprendre à adapter ça au nouvel environnement. Donc, il ne faut pas nécessairement changer qui on était comme employé, comme gestionnaire. Il faut juste apprendre à s'outiller différemment pour pouvoir arriver à s'adapter à ce nouvel environnement. Donc, moi, de mon côté, avec l'équipe, justement, je retiens des bonnes idées, que ce soit les jeux virtuels. On trouve aussi vraiment des façons de connecter ensemble via vidéo. Je crois que ça rajoute vraiment le fait de ne pas juste se voir par courriel vraiment et de communiquer par courriel, mais d'avoir l'option de pouvoir voir les collègues, que ce sont toutes des bonnes recommandations. Donc, les renseignements et les outils que nous avons partagés aujourd'hui vous seront certainement utiles pour diriger vos équipes et les garder motivés dans cette période difficile. J'aimerais vraiment remercier tous les participants à travers le pays de s'être joints à nous. Merci également à Nathalie, Christine, Valérie, à l'École de la fonction publique du Canada ainsi qu'à l'équipe de la CNG d'avoir coordonné l'événement. Nous espérons que vous participerez tous à la prochaine conférence virtuelle de la série Gestionnaire assumant la gestion des personnes qui aura lieu le 1er décembre. Nous accueillerons alors Mme Kathleen Clarkin et M. Jason Fox du bureau du dirigeant principal des ressources humaines pour discuter du travail à distance et de l'avenir du travail. De nombreux autres événements régionaux sont prévus au cours des 2 prochaines semaines entre le 2 et le 9 décembre. Je vous invite donc fortement à nous suivre sur Twitter, @NMC je ne sais pas comment dire en français, CNG et Facebook, et à consulter nos infolettes pour obtenir toutes les mises à jour ainsi que les détails relatifs à l'inscription. Votre rétroaction est très importante pour nous. Ainsi, je vous encourage à compléter l'évaluation électronique que vous recevrez dans les prochains jours. Vos commentaires et conseils vont être très utiles alors qu'on va bâtir les prochains événements pour la communauté. D'ici là, je vous souhaite de bien vous porter et je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine. Merci, bonjour.